Et si je vous disais que les Cavs 2025 étaient déjà historiques? Avec leur 15e victoire de suite face à Brooklyn, les Cavs enchaînent pour la 3e fois de la saison plus de 10 victoires consécutives. En course pour être la meilleure équipe de NBA, ils vont sans aucun doute battre le record du meilleur bilan de l'histoire de la franchise dans cette chasse endiablée au record. Mais derrière tout ça, il se cache quelque chose d'historique, non pas à l'échelle de la ville, mais bien de la ligue, de la NBA. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien installez-vous confortablement et on découvre ça tous ensemble. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors pourquoi ces Cavs sont historiques? Eh bien tout simplement parce que leur attaque, elle est de 124 points par 100 possessions. 123.8 si on est complètement exact. Et déjà rien que ça, c'est le meilleur chiffre de tous les temps, mais quelque part ça compte pas vraiment parce que les défenses, elles se sont adaptées, les attaques aussi, et ce qui compte réellement, c'est l'écart qu'on crée par rapport à la moyenne. Et donc pour ça, ce qu'on peut regarder, c'est non pas l'offensive rating, mais le relatif offensive rating. Sur 100 possessions, de combien de points s'écarte de la moyenne l'attaque des Cavs? 8.39. Et pourquoi c'est historique? Parce que c'est le deuxième meilleur score de tous les temps, derrière les Mavs de Steve Nash, Dirk Nowitzki et Don Nelson de 2003-2004. Et on est à moins de 1 point de différence, et donc si les Cavs finissent fort, ils pourraient espérer battre ce record all-time. Et derrière tout ça, il y a quelques chiffres qui sont intéressants et qui témoignent de ce qui a changé par rapport à l'année dernière. Déjà, une première chose, c'est que les Cavs perdent beaucoup moins de ballons. Ils sont passés de 17e équipe à 3e équipe qui perd le moins de ballons par rapport à l'an passé. Et déjà, rien que ça en dit beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fréquence à 3 points n'a pas beaucoup bougé. On était déjà sur une fréquence autour des 40% l'an passé, mais la réussite a énormément augmenté. Les Cavs sont l'équipe qui réussit le plus de 3 points en NBA avec quasiment 40%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a un peu de chance, mais en réalité, quand on regarde un peu les chiffres, il y a aussi des indicateurs pour dire que les Cavs trouvent tout simplement de meilleurs tirs que l'an passé. L'an passé, 21e équipe qui avait le plus de catch and shoot à 3 points par match wide open. Cette année, 9e. Et à l'échelle des catch and shoot à 3 points pris par match, entre guillemets normaux, c'est que le passage de la 12e à la 8e, mais ça correspond aussi à une augmentation de 2 catch and shoot à 3 points en plus par match pris par l'équipe. Et au-delà de la réussite à 3 points, il y a aussi la réussite au cercle qui est passé de 65% à plus de 68%. On est passé de 18e à 8e. Et en fait, ça traduit aussi tout simplement un meilleur spacing. Un meilleur spacing, et donc maintenant, comment est-ce qu'on l'explique tactiquement avec quel système sur le terrain? Par où commencer? Eh bien peut-être avec les systèmes d'ouverture des matchs des Cavs qui sont tout simplement magnifiques. Regardez ici face à Boston, tout ce qui se passe en une seule possession. Ça finit par un dunk d'Evan Mobley, mais en fait les Cavs sont des habitués des magnifiques systèmes. En début de match, on avait eu face au Thunder, face aux Knicks, et en fait ce qui se passe, c'est qu'ici on a un premier horns, donc le triangle avec les deux shooters dans les corners. Et d'abord, ce horns, il va se transformer en horns flare pour Donovan Mitchell. Mais en fait, c'est une feinte et on va jouer un end-off pour Max Strus. Et ça a quoi comme résultat? Ça fait que Derrick White, il est déjà très en retard sur Max Strus. On combine ça à un ghost screen de Darius Garland. Et donc là, Derrick White, en fait, il est déjà dans une course effrénée pour suivre Max Strus, un peu en retard. Mais Jaylen Brown, il pense qu'il y a un écran de Darius Garland. Donc il va switcher sur Max Strus. Évidemment, Darius Garland ne pose pas l'écran, il pop à 3 points. Jaylen Brown est en retard. Alors Ford est obligé de sortir. Sur un excellent shooter, il donne ses appuis. La défense est cassée. Feinte de shoot, Jaylen Brown saute. Et on trouve le rollman ouvert, Evan Mobley. C'est magnifique. C'est magnifique, mais ça dit beaucoup de ces Cavs qui pourtant ne sont pas une équipe qui joue beaucoup de empty side action. Et ça peut paraître paradoxal parce que ici on en voit une qui marche beaucoup. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien tout simplement
parce que quand vous faites une empty side action, la défense peut se contracter ici dans la raquette. Et comme les porteurs de balles des Cavs, Ty Jerome, Darius Garland, Donovan Mitchell sont plutôt petits, et bien vous le voyez là, le joueur qui dézone, c'est Shaedon Sharpe. Et donc le joueur seul, il est à l'opposé, c'est Max Strus et elle est compliquée à trouver cette passe. Et donc là on passe plutôt par le short roll de Jarrett Allen, mouvement de balle et tir à 3 points pour DeAndre Hunter et panier. Et on va y venir, mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques empty side action. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ça finit sur un flotteur ouvert, évidemment, mais on va le faire plutôt lorsqu'on veut cibler un mauvais défenseur. Ça va vraiment être situationnel. Et là, en fait, on cible le duo Sam Hauser et Luke Kornet. Sam Hauser, on va y revenir, qui a un peu mangé la poudre face à ses Cavs. En fait, là, vous le voyez, ce qui est super intéressant aussi, ça va être de fixer Sam Merrill. Mais du coup, là, Sam Hauser, mauvais navigateur d'écran, Luke Kornet, intérieur de drop et flotteur de Darius Garland. On en a déjà parlé dans sa vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est de fixer Sam Merrill dans le corner. Sam Merrill dans le corner, en fait, pourquoi? Parce que vous le voyez, là, Darius Garland feint de rentrer sur ce côté. Et si Darius Garland rentre sur ce côté, ce sera sans doute à Derrick White de venir. Et il y aura potentiellement une ligne de cut pour Sam Merrill. Et ça, c'est ce que les Cavs font beaucoup, c'est qu'ils mettent une pression constante sur le low man. Ils mettent une pression constante sur le low man, c'est-à-dire que dès qu'il vient en aide, on coupe dans son dos. Soit sur un alley-oop d'Evan Mobley, soit quand c'est un shooter, on va aller carrément sur le côté opposé. Sauf que là, regardez bien Sam Merrill, il voit que Darius Garland, il repart de ce côté, et de suite, Sam Merrill, il repart dans son corner pour libérer le plus d'espace. Parce que effectivement, s'il vient là, et bien du coup, Derrick White peut venir en aide ici sur le flotteur, Luke Kornet est sur Jarrett Allen, et toute l'attaque se casserait la figure. Et donc c'est des petits détails comme ça qui font que cette machine est parfaitement huilée. Le petit placement des joueurs, tout simplement. Et donc ce qu'on adore faire, c'est évidemment couper dans le dos du lowman. Ici, vous voyez Evan Mobley, il reste pas dans le corner, mais il vient cutter dans le dos de Bam Adebayo. Et pour attaquer la zone, boum, on attaque l'espace, on flash dans l'espace avec DeAndre Hunter, et derrière 2 contre 1, et Evan Mobley, il demande le lob, alley-oop, et c'est magnifique. Et c'est pas que sur les cuts, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va aussi cutter en fait parfois très tôt dans les possessions. Ici avec Max Strus qui mérite sa place dans les chouchous de la saison. Mais là vous le voyez, la défense elle est complètement focus sur Ty Jerome. Et là en fait dès qu'il y a une inattention, c'est un peu aussi ce que fait Memphis, mais dès qu'il y a une inattention de la défense, c'est là où il y a un gain en fait à faire. C'est-à-dire qu'on va profiter de cette inattention pour couper ligne de fond. Vous voyez là Shaedon Sharpe, le lowman, il se fait avoir. Et simplement un tir ouvert. Pas d'écran, mais on exploite l'inattention de la défense, qui a l'habitude de faire face à des attaques plus statiques. Et en fait, ça c'est vraiment un manque à gagner dans la NBA actuelle, c'est que traditionnellement, par exemple les Rockets de James Harden, le joueur dans le corner restait statique. Et donc la défense faisait face à des joueurs statiques, et le lowman pouvait ne pas forcément regarder ce joueur. Sauf qu'avec ces Cavs, eh bien c'est plus pareil. Et l'autre gros principe qu'on a beaucoup vu face à Milwaukee, c'est en fait la position à une passe près. Le joueur à une passe près qui est complètement clé et qui là aussi met une pression constante sur la défense. Là, ça peut vous paraître un pick and roll classique où Darius Garland il vient snake le pick and roll, mais en fait ça ne l'est pas forcément. Ça c'est un gros principe des Cavs, c'est que vous regardez toujours le joueur à une passe près, donc ici Sam Merrill, et bien on va mettre un shooter d'élite. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ce que font beaucoup les défenses, c'est qu'on a un défenseur qui vient en aide, faire le stunt. Donc ici, qui devrait empêcher le pull-up. Sauf que vu qu'ici, on a un shooter d'élite, bien vous voyez, AJ Green, il est tiraillé entre les deux positions. Sur qui je monte, et vu que l'écran est bien posé, eh bien il n'y a pas de bon choix en fait. Là, il vient pas sur Darius Garland, et donc pull-up ouvert pour un joueur élite dans ce registre. Et donc soit on le met à une passe près, soit ce que font beaucoup les Cavs, c'est qu'on le fait démarrer ici, à l'intérieur, plein centre du terrain, au moment du pick and roll. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça perturbe énormément la défense et c'est remonté plein centre du terrain, c'est un peu des Spain pick and roll, mais avec un shooter en deuxième poseur d'écran, eh bien c'est dévastateur. Mais alors pourquoi? Eh bien déjà parce que en fait Evan Mobley il arrive avec un premier écran de Sam Merrill, ce qui fait que Jericho Sims ici il est en retard sur Donovan Mitchell
Et ça, c'est déjà un premier problème. Parce que ce que faisaient beaucoup les Bucks, c'est qu'ils switchaient. Ils switchaient, sauf que là, vous voyez, Jericho Sims, il est tellement loin qu'il ne peut pas switcher sur Donovan Mitchell. Donc déjà, premier intérêt, le ram screen de Sam Merrill pour faire monter le poseur d'écran. Puis après, Sam Merrill qui reste ici, en fait, ça fait que Jericho Sims, il doit renaviguer l'écran, mais surtout, ça veut dire que le joueur qui va être en position de faire l'aide, c'est Gary Trent Jr. C'est Gary Trent Jr. Et vous voyez, au moment où il s'engage, pile au moment où il s'engage, Sam Merrill, il pop à 3 points, sans pause d'écran, sauf que son joueur, il est venu ici en aide, puisque c'est à lui, de facto, de venir faire l'aide, vu que Jericho Sims est en retard. Donc Sam Merrill, il se retrouve tout seul, personne sur lui, je libère, on reçoit un petit flare screen d'Evan Mobley pour être sûr d'être ouvert, et boum, encore un shoot ouvert pour un shooter d'élite. Et notre ami Kenny Atkinson, il met vraiment un point d'honneur à avoir ce joueur à une passe près qui est un shooter d'élite. Et ici, encore une fois, on va regarder les petits détails de la défense, mais c'est ça qui a tout cassé. C'est ce placement de Max Strus ici. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a le pick and roll, évidemment, et on va switcher, et vous le voyez ici, en fait, face au switch, Jarrett Allen, il glisse l'écran, il ne le pose pas vraiment, et il va se retrouver dans cette poche d'espace, seul. Donc il va falloir faire une rotation. Et traditionnellement, c'est à Kuzma de la faire, sauf que là, regardez, Kuzma, il veut pas dézoner de Max Strus parce que c'est un shooter d'élite, et donc il dit, Brook Lopez, vas-y. Sauf que si Brook Lopez, il y va, eh bien déjà, ça laisse beaucoup plus de temps à Jarrett Allen ici, et vous le voyez directement au moment où Brook Lopez il y va, eh bien c'est pas un tir à 45 degrés pour un shooter d'élite, mais c'est un peu moins bon shooter, mais de suite, swing, passe dans le corner et on a un tir ouvert dans le corner. On exploite la défense et on tire en fait, on trouve un excellent tir qui est encore meilleur qu'un tir above the break. Une possession géniale qui résume vraiment tout, où en fait, vous le voyez ici, le défenseur, il s'engage et en plus, on trouve un tir ouvert. Mais encore une fois, on a ce pick and roll et cette fois-ci, AJ Green, vous le voyez, il vient très très fort ici pour bloquer le pull-up à Donovan Mitchell. Et sauf que du coup, eh bien encore une fois, regardez qui est dans le slot, c'est Ty Jerome et c'est un très bon shooter. Donc on libère, AJ Green est en retard, je peux attaquer le close-out et en même temps, au moment où j'attaque le close-out, ça fait que c'est à Giannis de venir en aide, le Lomen. Et regardez ce que fait DeAndre Hunter, le joueur défendu par le Lomen. Je m'écarte à 3 points, je me relocalise. Spacing, c'est aussi du re-spacing et tir ouvert. Magnifique possession, qui montre bien tous les principes de jeu de ces Cavs. Et donc, si le joueur vient pas en aide sur l'aide, ici regardez, on a toujours Max Strus dans l'aide, et ben boum, pull-up ouvert pour Donovan Mitchell. Et en fait, le but de tout ça, c'est d'offrir encore une fois un dilemme à la défense de si vous venez pas en aide, et ben vous allez laisser un pick and roll à des porteurs de balles élites, que ce soit Garland, Mitchell ou Ty Jerome. Là, vous le voyez encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a ce 2 contre 1 ? Parce qu'on a Sam Merrill dans l'aile. On a Sam Merrill dans l'aile et donc Jason Tatum qui est pourtant un très bon défenseur d'aide, il dézone pas et donc j'ai le 2 contre 1, le 2 contre 2, et une fois que Ty Jerome il a mis Peyton Pritchard dans son dos, j'ai le 2 contre 1, j'ai le roll de Mobley donc Cornet reste bas et j'ai le flotteur ouvert. Et donc que font beaucoup d'équipes ? Elles switch. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que face au switch, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont revenus en ciblant encore et encore Sam Hauser, et ben on a des super porteurs de balles. On a des super porteurs de balles et on a aussi des super connecteurs. Comme Max Strus ici encore une fois, boum, je fais la passe pour encore une fois un cut dans le dos de Jarrett Allen. Sur la première possession, c'est assez classique, Darius Garland de la chasse au mismatch grâce à son handle et sa vivacité beaucoup plus importante que Sam Hauser. Et sur la deuxième, on sait que ça va switcher. Et regardez comme Max Strus, il ouvre bien ou il ouvre agressivement au cercle. Comme ça, il a la position sur Peyton Pritchard. Sam Hauser ne monte pas assez fort et laisse une ouverture de passe à Darius Garland par-dessus. Hop, défense cassée. Et derrière, on a Jarrett Allen dans le dunker spot qui a bien pris la position. Et c'est un alley-oop. Quelques jours plus tard, Portland s'est aussi mis à switcher dans le 4e quart-temps. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, première possession, on a Darius Garland qui va jusqu'au panier face à un plus gros défenseur, en personne de Dalano Banton. Et sur la possession d'après, boum, pick and roll inversé avec Ty Jerome, vous le voyez. Et ainsi, on peut installer Evan Mobley face à Scoot Henderson. Mismatch, je vais jusqu'au panier, ça c'est la nouveauté. Azad vous en avait parlé, mais je vais jusqu'au panier et je finis avec ce lay-up.
On a vu exactement la même chose face aux Bucks. Ici, vous le voyez, on se rend compte que ça switch sur la seconde unit. Et donc, on fait le pick and roll inversé d'Evan Mobley. Pick and roll inversé, je cible Damian Lillard et je vais jusqu'au panier. Et on a beaucoup d'armes du coup pour attaquer ces switches, que ce soit Evan Mobley, Darius Garland et aussi évidemment le roi parmi les rois, Donovan Mitchell. Et vous voyez ici, mais en fait, simplement on switch et de suite on met Darius Garland, c'est aussi un shooter d'élite, à une passe près. Et Donovan Mitchell, c'est un tel mismatch avec son premier pas face à Sam Hauser que regardez comme Jaylen Brown, il reste fort, il reste attaché quasiment pour empêcher la ligne de drive. Et boum, de suite, on a le shooter à une passe près et ça part dedans. C'est pas un pick and roll, c'est un mismatch, mais finalement, on arrive aussi à exploiter la défense. Et face au switch, on a aussi les ghost screen qu'on a déjà vu avant, mais ici, magnifique mouvement de balle, possession assez exceptionnelle qui finit par un tir ouvert de DeAndre Hunter qui ne rentre pas. Mais vous voyez, les ghost screens, c'est aussi quelque chose qui fait partie du playbook où en fait, on s'attend à ce que Lillard il sorte ici. Sauf que regardez comme Donovan Mitchell, il est vicieux, c'est-à-dire qu'il fait cette course un peu en serpent pour ne pas toucher Giannis Antetokounmpo. Comme ça, Giannis, il pense qu'il n'y a pas d'écran. Damian Lillard, lui, il pense qu'il y a un écran, donc il s'apprête à switcher. Mauvaise communication, décalage, obligé de faire le close-out, extra passe, mouvement de balle et encore une fois un tir ouvert. Et alors il y a deux limites potentielles quand même à ces Cavs. La première, c'est un peu le marronnier, mais c'est le spacing, notamment face à ces défenses de switch, où sur le pick and roll, on va être tenté d'appeler Evan Mobley, forcément pour attaquer le mismatch, sauf que si c'est Evan Mobley le poseur d'écran, comme ici, eh bien ça veut dire que c'est Jarrett Allen dans le dunker spot. Darius Garland, il a freeze Giannis, mais il se retrouve avec un lay-up extrêmement compliqué, magnifiquement défendu par Brook Lopez. Et c'est pour ça que le spacing et la respectabilité d'Evan Mobley va être super importante. Il doit attirer des close-out parce que ça permet au line-up avec les deux bigs d'être viable en fait. Et c'est le 5 majeur. Il y aura un peu ce premier problème en playoff de, ici vous voyez, regardez Giannis, il fait le close-out, il donne ses appuis et ça permet à Evan Mobley de l'attaquer. Mais je pense qu'en playoff, on va l'abandonner. Ici, ça casse un peu la défense. Bon, il y a un peu de réussite, mais ce qui est important, c'est le close-out. Est-ce qu'on va faire ou non les close-out sur Evan Mobley? Et sur les pick and roll où on appelle Evan Mobley en tant que poseur d'écran, donc face à des défenses qui switch, quid du spacing? Puisque si Evan Mobley est le poseur d'écran, ça veut dire que c'est Jarrett Allen qui est dans le dunker spot. Et la deuxième, c'est de savoir si ces shooters d'élite qui sont primordiaux au spacing, Ty Jerome, Sam Merrill, même un peu Max Truss, est-ce qu'ils pourront jouer en playoff sans se faire cibler défensivement face à des attaques qui ciblent constamment le mismatch, comme notamment Boston? Est-ce qu'on pourra continuer à faire jouer ces joueurs qui sont vitaux pour notre attaque? En tout cas, les playoffs, c'est une discussion pour plus tard. En attendant, on peut toujours apprécier cette attaque historique des Cavaliers. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Un petit focus un peu plus tactique sur les tendances globales d'une équipe. Peut-être qu'on en fera d'autres si ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté comme d'habitude. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite sur le Dreamcast Show ou ailleurs. Ciao, ciao.